Bonsoir Lionel Fontanier. Bonsoir. Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du Cercle des économistes. Vous publiez aujourd'hui même un livre, alors en anglais, il sera bientôt disponible en français, dans lequel vous vous interrogez sur une économie sans usine et en tout cas sur l'avenir de l'industrie. Alors demain et samedi se tient à Baden-Baden une réunion des ministres des Finances du G20, la première depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que l'ombre de Trump va peser sur ce G20? Bien nécessairement, puisque l'administration Trump est en train de se mettre en place. Un certain nombre de déclarations assez inquiétantes, par exemple pour le commerce international, sur les questions de protectionnisme, ont été faites. Et donc les nominations qui ont été faites jusqu'ici correspondent le plus souvent à des durs. Donc la dernière en date, c'est le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, et qui est vraiment quelqu'un qui est habitué au conflit anti-dumping avec la Chine et qui a un programme très très précis sur le conflit commercial avec la Chine, qui est donc quelque chose qui risque d'arriver. Il est rompu à tous les exercices. Il y a aussi la présence, et là c'est une première également, de Steven Mnuchin, qui est le nouveau directeur du Trésor américain. Là, il sera là demain à Baden-Baden. C'est quoi? C'est le ministre des Finances américain, c'est exactement le ministre des Finances américain. En même temps, c'est quelqu'un qui fait partie du cabinet du président américain et qui est son principal conseiller économique. Donc c'est assez intéressant de voir que cet ancien banquier de Goldman Sachs a été nommé, puisque pendant la campagne, Trump pensait beaucoup de mal des banquiers de Goldman Sachs, mais en même temps c'est un millionnaire, donc il est probablement fréquentable. Alors lors de ce G20, l'Allemagne veut affirmer encore une fois le principe de libre-échange dans le commerce mondial, pas de barrières douanières contrairement à ce que voudrait Donald Trump. Est-ce que c'est une mission possible ou impossible de la part de Berlin? Ce qui est tout à fait important, c'est de rappeler que le G20, ça représente en fait les 3/4 des exportations mondiales en valeur. C'est absolument gigantesque. Et l'Allemagne elle-même, qui accueille ce G20, est le premier excédent commercial dans le monde, devant la Chine. Donc ce sujet est absolument primordial. Il faut laisser les frontières ouvertes. C'est le point de vue pas juste de l'Allemagne, mais aussi de la Chine et de l'ensemble des participants, sauf les États-Unis. Et donc, ça va être évidemment un sujet qui va être au cœur des négociations. Mais quel poids peut réellement représenter l'Europe face à ces nouveaux États-Unis, je dirais? Alors, l'Europe a un avantage, c'est qu'elle arrive très très unie, parce qu'elle a bien compris qu'il y avait danger dans la demeure, et donc il fallait s'unir pour faire front. En même temps, l'Europe est affaiblie par la perspective du Brexit, et il y a un sujet sur lequel Trump va être très offensif, c'est le sujet de la fiscalité des entreprises, avec son nouveau projet de taxation aux frontières, qui va en fait déduire de la masse de revenus exportables les exportations, et qui va empêcher de déduire les importations. Donc c'est quelque chose qui va être terrible pour des entreprises comme Walmart, pour lesquelles l'impôt qui va devoir être payé, si le projet aboutit, serait supérieur à leur profit actuel. Donc Trump arrive avec ses projets et les Européens vont devoir effectivement faire face. Et sur les questions de fiscalité, ils ne sont pas très à l'aise puisqu'ils doivent parler à l'unanimité, comme on le sait. C'est la gouvernance mondiale qui va voler en éclats? Alors la gouvernance mondiale ne va pas forcément voler en éclats, puisque il va falloir faire front à cette attitude des États-Unis. Et donc par exemple, si les États-Unis décidaient de sortir de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, pour l'affaiblir, parce que par exemple ils auraient été condamnés par l'Organisation mondiale du commerce, eh bien les Européens vont se retrouver très probablement avec les Chinois et peut-être même les Indiens pour essayer de sauver l'édifice, parce qu'au-delà de Trump, au-delà des 4 ans qu'il faut tenir, eh bien nous avons besoin de cet édifice de gouvernance mondiale. Alors dans ce contexte très tendu sur le plan géopolitique et commercial international, Lionel Fontanier, vous publiez aujourd'hui même, alors en anglais je le disais, mais ce sera bientôt disponible en français, le livre « Une économie sans usine, délocalisation et avenir de l'industrie ». Une économie sans usine, est-ce que c'est ce qui attend réellement les économies développées aujourd'hui? Le livre est publié en anglais puisque j'ai travaillé avec une économiste américaine qui s'appelle Anne Harrison, donc c'est une coproduction d'une certaine façon, et puis aussi parce que le thème du livre renvoie à la campagne de Trump aux États-Unis sur les questions de désindustrialisation, de délocalisation. Alors, est-ce que c'est notre avenir nécessairement? Ce que montre le livre, c'est que nos économies sont des économies qui vont vers les services deviennent une industrie, l'industrie elle-même produit de plus en plus de services, c'est la pente naturelle de nos économies qui est d'une certaine façon renforcée par la mondialisation, et c'est cela que Trump n'aime pas, c'est
cela que les lobbies industriels carbonés n'aiment pas aux États-Unis. Alors si on prend l'exemple dans l'actualité, c'est celui de Whirlpool, l'usine américaine qui produit les sèche-linges, notamment donc à Amiens. La direction de Whirlpool dit qu'elle va tout délocaliser en Pologne. Sèche-linge, fonction support également, dont la comptabilité. Est-ce que ces mouvements vont se poursuivre ? Alors, dans le domaine industriel, on est probablement arrivé à un plateau parce que la segmentation, la fragmentation des chaînes de valeur est quelque chose qui est de plus en plus difficile et de plus en plus coûteux. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce ne sont pas tant des industries qui sont concernées que des tâches qui sont faites au sein des industries et des services. Donc, tout ce qui est tâches répétitives, routinières, codifiables, risque d'être délocalisé. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter cependant pour les services parce qu'il y a la dimension juridique qui est importante, la sécurité juridique qui est importante pour les services. Et donc en Pologne, c'est assuré, mais quand on va beaucoup plus loin que la Pologne, c'est moins sûr. Et donc on sera moins sur des délocalisations très très lointaines. Un mot du Made in France, qu'on voit très présent dans la campagne, encore aujourd'hui avec Benoît Hamon. Benoît Hamon qui veut réserver par exemple 50% des marchés publics aux entreprises qui produisent Made in France. Est-ce que le Made in France ou le fabriqué en France, 100%, est possible ? Les entreprises françaises sont déjà très présentes en réalité dans la commande publique, donc il n'y a pas grand-chose à faire pour atteindre cet objectif. En même temps, il y a des biens qu'on n'arrive pas à produire en France. Pensez aux ordinateurs, par exemple. Bon, il est exclu d'acheter des ordinateurs portables français, par exemple, et la fonction publique en fait grande consommation. Ce qui est plus important, c'est au fond d'avoir une industrie française qui se positionne sur des créneaux, sur des segments de valeur ajoutée sur lesquels elle est très compétitive. Par exemple, il ne s'agit pas de produire un téléphone qui va être un concurrent des marques, voilà. Ouais. Mais il s'agit d'être présent dans ce téléphone en produisant certains composants. C'est le cas dans l'iPhone, par exemple. C'est le cas dans l'iPhone, effectivement, et c'est le cas aussi dans les Samsung. Donc les entreprises françaises sont présentes et du coup s'ouvrent à travers ces iPhones des marchés mondiaux considérables. Merci beaucoup Lionel Fontanier, professeur d'économie à la Sorbonne, et je rappelle donc auteur du livre Économie sans usine, avenir de l'industrie. Pour l'instant en anglais, c'est aux éditions Oxford. Bonsoir. Bonsoir.